Très bien, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Élie Théocari. Je vais me présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, je vous présente une conférence qui s'appelle PPO, POD, ZPO, les nouveaux Product Owners. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un PPO, un POD et un ZPO, c'est normal. C'est aussi pour ça que je suis là. Donc, d'abord, bienvenue à tous dans cette salle. Merci d'être ici pour cette conférence. On va commencer un petit peu sur le modèle de ce qu'a fait Jean-Luc ce matin, mais par vous demander juste de tous lever vos mains. Enfin, une main en l'air, pas les deux. Voilà, merci pour votre effort. Donc aujourd'hui, non, gardez les mains en l'air. Qui travaille déjà en Agile aujourd'hui? Donc ceux qui ne travaillent pas déjà en Agile, vous pouvez baisser la main. Très bien. Qui travaille ou qui est un intervenant métier, business, fonctionnel? Ou qui travaille avec ces personnes-là? Ok. Qui est ou travaille avec un product owner ou une product owner? Ça fait pas mal de monde. Et qui pense que product owner, c'est un métier tranquille et que en fait, on se la coule douce? Ah, c'est étonnant, il y a beaucoup de mains qui se sont levées d'un coup. Qui se sont baissées, pardon. Très bien, alors à mon tour de me présenter, donc je m'appelle Élie Théocari, je travaille chez CGI à Castelnau-le-Lez, donc je suis coach agile et consultant. Coach agile, donc je suis également Scrum Master. Le Scrum Master, c'est également un rôle de coach et facilitateur. Anciennement, donc j'ai une formation de développeur. J'ai également travaillé en tant qu'analyste, concepteur fonctionnel sur des projets. Donc j'ai fait du dev, j'ai fait du fonctionnel. J'ai fait un petit peu de pilotage. Maintenant, je suis plus sur la partie justement facilitation, coordination. Et le métier de product owner, ça a aussi fait un petit peu partie de mon quotidien puisque j'ai été, et même très récemment, ce qu'on appelle un PPO. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui dans cette conférence? Donc le premier point qu'on va aborder, c'est le rôle de product owner. Donc la plupart de vous travaillent déjà en agile, pas tout le monde. Donc je vais quand même revenir sur cette base-là. Qu'est-ce que c'est qu'un product owner? Pour ceux qui savent déjà, ça pourrait être une occasion justement de revoir un petit peu les fondamentaux. Ensuite, quelles sont les difficultés que rencontrent les product owners aujourd'hui? On en viendra donc ensuite au fameux rôle de PPO, POD, qu'est-ce que c'est, et puis toutes les autres abréviations qu'on peut trouver sur le sujet. Et le débat qu'on va avoir quand même, on est à l'Agile Tour, est-ce que le PPO c'est agile ou est-ce que c'est anti-agile? Et c'est justement une des discussions qui anime un petit peu la communauté sur ce sujet. Et puis, on conclura et on ira prendre un goûter tous ensemble dans la bonne humeur. Avant de commencer, voilà, je demande juste 3 choses. On essaie de faire preuve de bienveillance, on essaie de se remettre en question, de ne pas avoir de préjugés. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui sont des agilistes plus ou moins féroces, qui sont prêts à sortir les griffes quand on parle quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec le manifeste. Il y a des personnes qui ont des points de vue un peu différents. Voilà, on vient tous d'horizons différents, on travaille de façon différente. Je pense que ça ne fait pas nous des personnes plus ou moins bien par rapport à ça. Donc, remettons-nous en question. Et dans les sujets que je vais aborder aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser à la fin de la séance. Alors, le product owner, qu'est-ce que c'est? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre au commencement? Au commencement, il y a la vision. Donc la vision, qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est la manière de voir, la manière de concevoir quelque chose, la manière de comprendre quelque chose également. La vision, c'est une chose qui est très importante dans toute organisation et puisqu'on est en train quand même de parler de product owner et donc de produit, la vision, c'est la pierre angulaire de tout produit. Pour concevoir un produit, il faut qu'il y ait une vision. Qu'est-ce que c'est que la valeur? La valeur, c'est l'importance, le prix qu'on attache subjectivement à quelque chose. Et donc, en ce qui nous concerne, quand on parle justement d'un produit, là où la vision et la valeur vont être très importantes, c'est que pour être capable de prendre des décisions, il faut avoir la vision, il faut être capable de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et il faut détenir un système de valeurs qui va nous permettre de prendre des décisions par rapport à ce produit. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Le product owner, par rapport à la vision et à la valeur, a justement un rôle central. Le product owner, c'est la personne dans l'organisation qui va être porteuse de la vision. Ce n'est pas une vision que la personne doit porter sur ses épaules comme un fardeau toute seule. Elle peut discuter avec des parties prenantes, avec des utilisateurs, avec le métier, pour savoir quelle devrait être la vision. Mais à la fin, c'est quand même le product owner qui est le garant que cette vision sera appliquée.
Dans ce sens, justement, le product owner, c'est la personne qui va représenter les utilisateurs vis-à-vis du produit. Le product owner, et c'est ce qu'on lit notamment dans le Scrum Guide, le product owner, c'est aussi la personne qui va optimiser la valeur. C'est la personne qui va faire en sorte justement que les décisions qui sont prises le sont pour faire en sorte que la valeur qui va être apportée à tout moment est optimale. Il y a toujours des choses qui sont plus importantes à faire à un instant T que d'autres. C'est le rôle du product owner de prendre ces décisions et de faire ces arbitrages-là. Il peut se faire aider là aussi, mais si on lui a donné ce rôle, c'est qu'on a jugé que c'était la meilleure personne pour le faire. En ce sens, le product owner, c'est donc le garant ou la garante du contenu du produit. C'est le product owner qui prend les décisions, qui fera en sorte que le produit sera ce qu'il est. Donc aujourd'hui, si vous faites rentrer 10 personnes différentes chez, je ne sais pas, Uber par exemple, et que vous leur demandez, voilà, je veux que tu me refasses l'application Uber, vous leur donnez la vision, les 10 personnes potentiellement vont faire ça de 10 façons différentes parce qu'elles n'ont pas la même échelle de valeur. Alors, on a parlé des rôles du product owner. Donc, quels sont les talents qu'un product owner devrait détenir? Et donc, pour ça, j'ai juste fait de la copie, entre guillemets. Je me suis inspiré de l'excellent livre de Claude Aubry sur Scrum, qui s'appelle Scrum, qui est sorti en plusieurs éditions. Et donc, le product owner, donc, au-delà d'être optimisateur de valeur, ça doit être quelqu'un qui a l'autorité et la légitimité pour prendre des décisions rapidement. C'est une personne qui ne doit pas référer à 12 strates au-dessus de lui ou d'elle pour savoir si oui ou non c'est la chose qu'il faut faire à un moment donné. Le product owner, c'est une personne qui doit être disponible. C'est une personne qui doit avoir le temps d'accomplir cette mission. D'après vous, à quel pourcentage en moyenne un product owner devrait consacrer à sa mission? Je ne sais pas, qui dirait 50% par exemple. Je ne sais pas, 75%. 100%. Ah, il y a beaucoup de mains qui se lèvent sur le 100%, et oui, d'expérience, je pense que 100% est une bonne réponse. Un product owner, c'est quelqu'un qui devrait vraiment être dédié à ce rôle-là. Donc c'est quelqu'un qui doit être disponible. C'est une personne qui sait négocier avec l'équipe et avec les utilisateurs, qui doit être capable justement d'expliquer à l'équipe de développement pourquoi est-ce qu'elle demande telle chose à tel moment. C'est une personne qui devrait être capable d'expliquer aux utilisateurs pourquoi est-ce que la vision qu'ils portent auprès de l'équipe de développement est la bonne. Évidemment, par rapport à ça, c'est une personne qui doit avoir l'esprit ouvert au changement. Être capable de négocier, c'est bien, mais négocier si on est buté et qu'on a les idées vraiment figées, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien en général. C'est une personne qui doit être aussi motivée par le rôle de product owner. C'est un rôle un petit peu ingrat, hein. On est à la croisée des chemins entre l'équipe de développement, entre le métier. Une personne qui n'a pas envie de se prendre des coups, par exemple, n'est pas au bon endroit. Idéalement, ça devrait être une personne qui vient du métier parce que ce sont les personnes du métier qui vont avoir la vision de ce à quoi devrait ressembler le produit à la fin. Et c'est là qu'il y a un petit peu un paradoxe. Il faudrait que ce soit aussi une personne qui maîtrise ce qu'on appelle les techniques de définition de produit. Comment est-ce qu'on rédige, comment est-ce qu'on entretient un backlog, comment est-ce qu'on est capable de rédiger des conditions d'acceptation, par exemple, pour vérifier que ce que l'équipe fait est conforme à mes demandes. Et une personne qui a la capacité de détailler au bon moment. Donc pour ceux qui ont assisté à la présentation d'Yacine Zakaria ce matin sur le time to market et la stratégie d'entreprise, on ne détaille pas tout au début du projet. C'est la fameuse vision avec l'iceberg. Donc voilà les talents de notre product owner. Donc dans la pratique, les activités que va réaliser le product owner, donc c'est récupérer le besoin auprès des utilisateurs, faire des ateliers par exemple, bichonner le product backlog. Alors oui, le terme de bichonnage, je sais, ça peut faire sourire. En anglais, il parle de backlog grooming. Et le grooming, c'est le terme qu'on utilise dans les animaleries quand vous allez emmener votre chien se faire toiletter. Donc là, c'est pareil. Le product backlog, en fait, c'est pas quelque chose qu'on gère, c'est quelque chose vraiment qu'on bichonne, on lui accorde tout son temps, on fait en sorte qu'il soit toujours nickel chrome. On le priorise, on participe aux fameux rituels agiles, on échange avec l'équipe de réalisation de façon quotidienne, on optimise le travail de cette équipe, c'est important. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'à tout moment, justement, l'équipe se concentre sur les bonnes priorités et puisse atteindre l'objectif qui lui a été fixé? Et on accepte les travaux qui ont été réalisés. Donc, si ça vous intéresse, il y a un article assez intéressant donc, sur le blog de Tiga qui parle de la journée type d'un product owner. Et le QR code qui est en bas, c'est la fameuse vidéo de Henrik Nyberg sur Agile Product Management, où il explique justement là aussi les différentes interactions entre le PO, le métier, l'équipe de réalisation, etc.
Voilà pour le rôle de product owner. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si difficile finalement d'être un product owner? D'abord, ce que nous dit le Scrum Guide, c'est le product owner est une personne, ce n'est pas un comité. Donc une personne. Donc à quoi devrait ressembler notre product owner, sachant toutes les compétences et les activités qu'on a vues tout à l'heure? En fait, notre product owner, il ressemble un peu à ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut, pour être product owner, avoir des bras qui fassent 4 fois la taille de mes cuisses, hein, mais juste qu'il faut être capable de se dire que product owner, ça représente beaucoup de travail pour une seule personne. Donc, sur le terrain, comment je l'ai vécu, et là, c'est vraiment quelque chose de personnel, mais en même temps, je suis là pour donner un point de vue subjectif. Déjà, le premier point qui est en haut, maîtrise de techniques de définition de produit, c'est pas toujours leur force. Et en même temps, on ne peut pas vraiment les blâmer pour ça. On a dit que les product owners, c'est des personnes qui, idéalement, doivent venir du métier. Et quand on a des personnes qui viennent purement du métier, c'est difficile de se dire que ces personnes-là, en plus, vont avoir les compétences de façon native pour rédiger un backlog, rédiger des conditions d'acceptation, faire de la recette de fonctionnalités, etc. Malheureusement, souvent, on trouve aussi des personnes qui n'ont pas l'autorité et la légitimité pour prendre les décisions. C'est des personnes auxquelles on a dit, voilà, tu vas assumer le rôle de product owner sur ce projet. Mais par contre, à chaque fois que tu vas décider de quelque chose sur une fonctionnalité, il faudra que tu viennes me voir et puis aussi la directrice du marketing pour prendre cette décision. Alors, je ne sais pas si c'est du vécu pour certains d'entre vous. Moi, malheureusement, c'est du vécu sur la plupart des missions sur lesquelles j'ai travaillé, où on avait des clients justement qui ne donnaient pas forcément les coups des franches à leur product owner pour prendre ces décisions rapidement. J'expliquerai après pourquoi c'est un petit peu dangereux. Et surtout, vécu sur le terrain, les product owners ne sont jamais disponibles. Alors, jamais disponibles, non, c'est pas vrai. J'ai dit qu'on allait faire preuve de bienveillance. Les product owners sont difficilement disponibles. Pourquoi? Parce qu'avant d'être product owner, c'était des personnes qui avaient une vie. C'était des personnes qui avaient un travail différent. On leur a demandé, alors en plus de ton travail, tu vas maintenant être product owner. Et forcément, on s'étonne que ces personnes-là ne soient pas disponibles pour l'équipe quand elle en a besoin, pour les parties prenantes, les utilisateurs quand ils en ont besoin. Voilà, c'est des personnes qui sont tout le temps sous l'eau. Est-ce que je me trompe? Ah, ok, je ne me trompe pas. Ça va, je suis rassuré. Alors, mes product owners. Alors pourquoi je dis mes product owners? Comme je disais, c'est une vision subjective. J'ai pris les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant les 7 dernières années là, chez CGI, donc je ne citerai pas de nom de clients. Je peux juste vous dire que c'est des clients qui viennent du privé, du public, du luxe, du transport, de l'énergie, il y a un peu de tout. Il y a des clients en province, il y a des clients à Paris, il y a des clients même à l'étranger. Et j'ai essayé de me dire, voilà, si je devais rétrospectivement penser aux product owners avec lesquels j'ai travaillé, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, combien, à mon avis, avaient la vision suffisante, telle que je l'ai présentée tout à l'heure, pour pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne vie du produit? On va dire 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup auxquels on demandait de prendre des décisions, mais qui n'avaient pas toutes les informations pour prendre ces décisions. 1 sur 3 également n'avait pas l'autorité, 1 sur 3 seulement, pardon, avait l'autorité et la légitimité pour prendre les décisions rapidement sans devoir en référer à telle ou telle personne. Alors, c'est le même chiffre, mais ce n'est pas forcément les mêmes product owners. C'est-à-dire que j'en avais un, par exemple, qui avait la légitimité pour prendre les décisions rapidement, mais qui n'avait pas forcément toutes les infos pour prendre ces décisions. À l'inverse, j'en avais un qui avait justement toutes les informations, mais qui ne pouvait pas prendre les décisions de façon autonome. 1 sur 3, là aussi, avait la bonne connaissance, on va dire, sur l'aspect méthodologique, sur comment rédiger un product backlog, comment rédiger des conditions d'acceptation, comment appliquer une notion de valeur métier, par exemple, pour pouvoir faire mes priorisations. Aucun n'était suffisamment disponible pour mener à bien sa mission. Ce n'est pas un blâme que je leur fais, ils ont tout donné, même plus que ce qu'ils pouvaient, mais aucun n'était suffisamment disponible pour faire en sorte que le projet se passe vraiment dans les meilleures conditions. Et un autre sujet que je n'ai pas abordé encore, mais qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient suffisamment disponibles ou pas, qu'ils aient suffisamment de vision ou de légitimité ou quoi que ce soit, c'est qu'aucun n'était sur le même site que l'équipe de développement. Je travaille dans une ESN, on a beaucoup de projets qui sont externalisés, donc forcément on a une équipe de développement qui travaille souvent sur un site différent du product owner. Donc comme je disais, ce n'est pas ce qui cause les problèmes dont on parle aujourd'hui,
mais vous verrez où je veux en venir par la suite. Alors, quelles conséquences ça a forcément? Donc, quand on a un product owner qui n'est pas suffisamment disponible, on va attendre des informations en permanence. On va toujours être en train de courir après cette personne pour avoir la décision qui a été prise avec les utilisateurs pour nous permettre de faire notre travail. Donc le problème, c'est que ça implique des délais. Et les délais, dans un cycle court en Scrum, par exemple, quand on a des sprints de 3 semaines, tout délai met en péril le mode de fonctionnement de l'équipe. Un product owner qui n'a pas de vision ou de légitimité, c'est des décisions qui ne sont pas prises ou qui sont mal prises. Ça va encore une fois engendrer des délais, voire des reworks qui sont nécessaires sur ce qui a été fait. Alors évidemment, les reworks, c'est quelque chose qui est accueilli positivement en Agile. On peut retravailler sur ce qu'on a fait. Par contre, il faut bien interpréter la différence entre un rework qui est fait parce que on a eu du feedback qui nous dit que ce qu'on a fait n'était pas bon, et des reworks qui sont faits pour rien juste parce qu'on n'avait pas la bonne information au bon moment. Un product owner qui n'est pas à l'aise dans ses activités, qui n'est pas capable de formaliser un backlog, par exemple, ou des conditions d'acceptation, ou de faire de la recette de façon autonome. Ça génère donc ce qui est indiqué là. C'est une acceptation qui va être mal faite ou pas faite. C'est un backlog qui est mal ou qui n'est pas formalisé. Donc là aussi, on peut avoir des délais. Là aussi, on peut avoir des reworks nécessaires parce que l'équipe n'a pas travaillé sur une base correcte. Et enfin, le dernier point, le product owner qui est à distance, c'était la dernière barre que j'ai affichée en bas. C'est une communication qui est évidemment plus complexe et ça peut être une perte ou une déformation d'information. Pour ceux qui savent, la part du paraverbal, non-verbal, verbal dans la communication. Aujourd'hui, quand on est dans la même pièce que notre interlocuteur et qu'on lui parle, on a 100% de notre message qui passe. Quand on est dans des endroits différents, on a 7% de notre communication qui passe correctement. Voilà pour les conséquences. Alors, dans le monde idéal, comment ça va se passer? Donc, on a un product owner qui n'est pas disponible, on a un product owner qui n'est pas sur le même site que l'équipe, on a un product owner qui n'est pas légitime. Qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer notre Scrum Master ou notre coach agile pour aller coacher notre product owner ou pour aller coacher notre organisation. Voilà, à partir de maintenant, tu vas me faire les choses de cette façon-là, voilà, dans une démarche purement agile, on est sur de l'amélioration continue et c'est comme ça qu'il faudrait qu'on procède pour que ça fonctionne. Et comme on est dans la période de Noël, je ne sais pas si vous regardez les magnifiques téléfilms de Noël qui passent sur nos chaînes de télévision, mais voilà, ça permet de résoudre tous les problèmes et à partir de maintenant, donc les problèmes de notre product owner vont être résolus. Il va rentrer chez lui le soir, il va être content et le lendemain, tous les problèmes seront oubliés. Ça, c'est le monde idéal. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qui s'est passé entre notre coach, notre Scrum Master et notre Product Owner pour que ça fonctionne aussi bien? Le Product Owner n'est pas assez disponible. On n'a qu'à le rendre disponible, allons-y. Alors, on a omis le fait que s'il n'était pas disponible, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas envie, c'est juste parce qu'il avait peut-être d'autres choses à faire. On n'a qu'à changer de PO. Là, de la même façon, si c'est cette personne qui a été mise PO à cet endroit-là, c'est sans doute que c'était celle qui a été identifiée comme la mieux placée. C'est... Voilà, Macron, démission, voilà, c'est ce qu'on entend. On va changer de président de la République et tout va être mieux. Une autre solution, on peut faire travailler le PO pendant la nuit, les week-ends, les congés, et puis on peut rajouter des jours encore au calendrier pour le faire travailler. Alors oui, les product owners avec lesquels j'ai travaillé, malheureusement, il y en a beaucoup qui travaillaient sur des horaires qui n'étaient pas du tout en phase avec le rythme de travail soutenable qui est prôné par le manifeste. Si on n'a pas de vision, pas de légitimité, on peut sensibiliser le PO et le reste de l'organisation. Et oui, effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. On peut aussi changer de PO, mais de la même façon, le changement de PO, ce n'est pas forcément la solution à tous les miracles. Par contre, la sensibilisation, j'y reviens, c'est quelque chose de très important à faire. Un PO qui n'est pas à l'aise dans ses activités, on peut le former. Et oui, là aussi, voilà, il y a des choses qui sont acquises, il y a des choses qui peuvent s'acquérir. Former le PO, c'est la bonne solution pour faire en sorte que cette personne, justement, puisse mener sa mission à bien de la meilleure des manières. Et puis ensuite, dans le cas d'un PO qui est à distance, on n'a qu'à mettre toute l'équipe avec le PO. Donc on fait complètement fi du fait qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'organisations qui externalisent, c'est qu'il y a une raison. Soit une raison de place, soit une raison de flexibilité. Voilà. Ou le fait d'internaliser tous les développements, de la même façon, ce n'est pas ça qui va résoudre nos problèmes. Aujourd'hui, on n'essaie pas de se dire qu'on veut créer une révolution. On essaie de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que notre product owner il puisse apporter toute la valeur qu'il est censé apporter. Donc, comme disait Oscar Wilde, nul ne rencontre 2 fois l'idéal. Combien peu le rencontre, même une fois. Et effectivement,
on a beau justement tenir ce discours avec nos product owners, avec les organisations qui sont nos clientes, on rencontre toujours ces problèmes-là. Et aujourd'hui, les graphiques que je vous ai présentés tout à l'heure sur les PO qui n'étaient pas disponibles, sur les PO qui n'avaient pas la vision, la légitimité, etc., c'est sur des projets qui ont duré plusieurs mois, voire années. Et je peux vous dire que justement, étant Scrum Master la plupart du temps sur ces projets, j'ai essayé de faire en sorte que les choses changent, mais on n'est pas toujours, on ne nous donne pas toujours les moyens de nos ambitions du côté de nos clients. Donc, prenons ces 3 points qu'on a ici. Donc, le product owner qui n'est pas assez disponible, qui n'est pas à l'aise dans ses activités, qui est à distance. Le point de la vision et de la légitimité, pour l'instant, on le met de côté. Ce n'est pas le problème qu'on va résoudre aujourd'hui. Ça, c'est un problème qui est complètement lié à l'organisation dont vient le PO. Donc, la thématique sur laquelle on discute aujourd'hui n'adressera pas ce point-là. On en vient donc à nos fameux PPO, POD, etc. Alors, qu'est-ce que c'est un ZPPOD, donc ZPO, PPO, POD, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors, POD, ça veut dire Product Owner Délégué. ZPO, ça veut dire ZPO, mais au pluriel. Donc, nous avons des ZPO. PPO, c'est les proxy product owners. Alors, je n'ai inventé aucune de ces terminologies-là. C'est des terminologies que j'ai chaque fois rencontrées chez des clients et ils n'ont pas besoin de notre aide pour trouver des gentils noms comme ça et des acronymes qui allaient bien avec. Donc, voilà ce que c'est finalement les termes barbares qui étaient dans le titre de ma présentation. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On va faire un peu de vocabulaire. Donc, je suis allé sur larousse.fr, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est un proxy, par exemple? Donc, un proxy, au départ, c'est un dispositif informatique qui sert d'intermédiaire entre des ordinateurs et Internet. Okay, bon, là, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, on va aller voir ce que c'est qu'un intermédiaire. Donc, un intermédiaire, c'est une personne qui intervient entre deux autres pour leur servir de lien et les mettre en rapport. Ok, donc déjà, il y a une notion de lien, il y a une notion de mise en rapport qui arrive. Le délégué, dans la notion de product owner délégué, c'est une personne qui reçoit une mission avec tout le pouvoir pour la remplir. Donc, c'est un mandataire ou un représentant. OK. Qu'est-ce que c'est aider dans le sens aide PO? Pourquoi est-ce qu'on a choisi finalement cette notion de aide PO? Donc, aider, c'est apporter son concours à quelqu'un, joindre ses efforts au sien dans ce qu'il fait, faciliter son action. Donc, finalement, avec nos notions d'intermédiaire, de délégué et de aider, on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc, est-ce que ce serait ça un proxy product owner? Est-ce que c'est quelqu'un qui reçoit la mission de représenter le product owner, donc en étant le lien entre le product owner et les autres? Charge à nous tous de voir qui sont les autres, en lui apportant son concours et en facilitant son action. Donc effectivement, le proxy product owner dont je suis en train de vous parler, c'est à peu près ça. Comment ça se met en place dans la pratique? C'est encore autre chose. Donc est-ce que le PPO justement, est-ce que c'est la panacée, donc le remède à tous les problèmes des PO? Donc on avait un product owner qui n'est pas suffisamment disponible. Donc on va se dire, notre proxy product owner, c'est une personne qui doit être disponible. Okay. C'est une personne qui doit être formée ou expérimentée par rapport aux pratiques qui sont attendues. Donc c'est une personne qui va savoir rédiger un backlog, c'est une personne qui va savoir rédiger des conditions d'acceptation, qui va savoir ce que c'est qu'une recette, des tests d'acceptance, etc. C'est une personne qui est toujours avec l'équipe de développement. Ok, pourquoi pas. On a dit qu'on avait un problème parce que le fait d'être à distance, ça complexifie la communication. Pourquoi pas, c'est une idée. Une personne qui va avoir plus de vision et plus de légitimité que le product owner. Ah non, ça, c'est pas vrai par contre. On a dit qu'on le laissait de côté. Le product owner doit toujours être la personne qui a la vision, qui a la légitimité. Ce n'est pas le proxy product owner qui doit amener ça. Donc concrètement, qui ça va être notre proxy product owner? Disponible, formé ou expérimenté, avec l'équipe de développement. Alors, il n'y a pas eu forcément une réponse magique, mais nous, les personnes qu'on a mises en place dans ce rôle-là, ça va être nos business analysts, ça va être nos concepteurs fonctionnels, et ça va être toutes les personnes qui se rapprochent plus ou moins de la maîtrise d'ouvrage. Ça répond à une autre problématique, ce point-là, le fait d'avoir des personnes qui vont jouer ce rôle-là. C'est que quand on est passé de mode cycle en V au mode agile, alors c'est une transition qui est toujours en cours évidemment, mais on nous a expliqué que l'équipe de développement devait être autonome, responsabilisée, polyvalente, multidisciplinaire et qu'elle savait en fait faire un petit peu tout et beaucoup de choses. Et c'est très positif. J'ai rarement vu des personnes
qui était aussi contente que depuis qu'elle travaille sur des projets en agile, et quand elle part d'un projet en agile et qu'elle retourne sur un projet cycle en V, elle tire un petit peu la gueule. Ce qui est normal parce que sur un projet en Scrum, par exemple, on va leur dire, voilà, vous êtes autonome, vous êtes capable justement de faire de l'analyse, de faire de la conception, de faire du dev, de faire du test, et un peu plus encore. Et quand elles sont sur un projet cycle en V, généralement, on a nos grandes phases justement de conception, de design qui sont faites en amont par des analystes. Ensuite, elles font les développements et puis ensuite, on envoie le tout à une cellule qualité. Et ces personnes-là qui sont business analyst, concepteurs fonctionnels et AMOA, une fois qu'on est passé en agile et que ce sont les développeurs qui sont censés faire tout le boulot justement de conception et de design, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on est en train de parler de transformation agile. C'est pas parce que finalement on a changé nos modes de fonctionnement qu'il faut faire complète abstraction du passé et se dire, voilà, ces personnes-là, finalement, on fait comme si elles n'existaient plus. Donc aujourd'hui, on donne plein pouvoir à nos équipes de développement. On se dit qu'elles sont capables de tout faire et ces personnes-là, finalement, on les remise au placard et puis à la limite, elles peuvent peut-être démissionner et aller voir ailleurs. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, c'est les personnes qui sont les plus à même de tenir ce rôle de proxy product owner, tout simplement parce qu'elles avaient aussi de l'appétence sur le plan métier, sur le plan fonctionnel, pour réaliser ce type d'activité. Ça peut tout à fait être d'autres personnes, ça peut tout à fait être des développeurs, ça peut tout à fait être qui vous en avez envie. L'important, c'est qu'elle va répondre justement aux problématiques qu'on a énoncées ici et qu'elles vont permettre aux product owners d'avoir un petit peu d'air. Donc notre proxy product owner. Je rappelle à droite justement la description un petit peu maladroite que j'en ai faite. Qu'est-ce que peut faire cette personne finalement par rapport aux différentes attributions du product owner? Donc, elle peut aider à récupérer le besoin auprès des utilisateurs, c'est-à-dire que les ateliers, par exemple, les recensements du besoin qui étaient faits par le product owner, le proxy product owner ou la proxy product owner peut aider là-dessus, peut accompagner le product owner, peut réaliser certaines tâches comme il peut apporter notamment de la valeur également parce que quand vous avez des personnes qui ont travaillé sur plusieurs contextes différents, dans plusieurs sociétés différentes, pour plusieurs clients différents, elles peuvent apporter justement ce retour d'expérience qui va faire qu'elles peuvent apporter quelque chose au product owner. Elles peuvent participer au bichonnage du product backlog. Donc aujourd'hui, on se dit qu'on a un product owner qui n'a pas forcément la compétence ou le temps de formaliser son backlog bien comme il faut, de rédiger les conditions d'acceptance, etc. Le bichonnage du product backlog peut tout à fait être fait par un intervenant tiers, ce qui va libérer aussi du temps au product owner. La priorisation et la participation au rituel agile, là-dessus on va être un peu plus ferme. La priorisation doit rester du ressort du product owner, tout simplement parce que c'est le product owner qui a la vision, qui a la légitimité pour prendre ce genre de décision. La participation au rituel agile, évidemment le proxy product owner est le bienvenu, mais le product owner doit être là aussi, il fait partie de l'équipe de développement. Et s'il y a bien un moment où l'équipe de développement doit vérifier que cette personne existe et qu'elle est toujours dans l'image, c'est bien à ce moment-là. Le proxy product owner peut échanger avec l'équipe de réalisation. C'est d'autant plus facile quand on a un proxy qui va être sur le même site que l'équipe de développement. Le proxy peut également participer à l'optimisation du travail de l'équipe, répondre aux questions. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait plus intéressant de faire telle chose de telle façon? Ça prendrait moins de temps et ça apporterait la même valeur. Le proxy product owner peut apporter des réponses aussi à ce niveau-là. Évidemment, on n'est pas en train de se dire qu'il prend toutes les décisions, mais il y a un certain nombre de décisions sur lesquelles le product owner n'aurait pas forcément une réponse différente. Et le proxy product owner peut aider à l'acceptation des travaux qui ont été réalisés, faire de la recette, comme on dit de façon barbare. Le fait d'avoir des business analysts, des AMOA qui ont de l'expérience sur ce sujet-là, ça peut apporter quelque chose à des product owners qui sont côté métier et qui n'ont pas forcément cette expérience de ce genre de processus. Alors, maintenant, un parallèle avec mes product owners, donc sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, donc systématiquement, il y a eu un proxy product owner. Et tout à l'heure, je vous indiquerai, à mon avis, dans combien de cas ça a été utile ou pas. Et dans plus d'un cas sur deux, le proxy product owner était sur le même site que l'équipe de développement. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ça veut dire qu'il y a presque un cas sur deux, justement, où le proxy product owner, plutôt que d'être avec l'équipe de développement, était avec le product owner. Finalement, ça permettait au product owner d'être assisté dans ses activités. Tout à l'heure, on disait, quand on lisait les définitions, qu'on parlait de faciliter l'action et d'apporter du soutien. Et le proxy product owner, il était notamment
dans cette optique-là. Dans les cas où il est avec l'équipe de développement, bien sûr qu'il va faciliter l'action du proxy product owner, mais l'objectif second, c'est vraiment d'être avec l'équipe de développement, de faciliter les échanges et d'accélérer la prise de décision. Alors, finalement, est-ce que le proxy product owner, est-ce que c'est agile ou pas? Alors là, c'est une grande question. Que nous dit le manifeste agile? Les individus, les interactions, les logiciels opérationnels, la collaboration, l'adaptation au changement. Donc évidemment, là, on est encore sur les grandes valeurs du manifeste agile. On ne va clairement pas rentrer dans ce genre de détails, de dire alors il faut qu'il y ait un product owner, un proxy product owner. C'est quand même des rôles qui ont été instaurés par un framework particulier. Ce que nous dit le manifeste, c'est que les utilisateurs et leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Donc à partir du moment où on considère que le proxy product owner, c'est indirectement un représentant du product owner et donc que c'est indirectement un représentant des utilisateurs, a priori, il n'y a pas de frein à ce qu'on mette en place quelqu'un dans le rôle de proxy product owner pour aider justement sur les activités. Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin, faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. De la même façon, là, ce qu'on pourrait se dire, c'est tout simplement on a un product owner qui n'est pas suffisamment disponible. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à notre product owner le soutien, l'environnement, la confiance dont il a besoin pour pouvoir atteindre ses objectifs? Ça, c'est encore un autre sujet. Évidemment, dans l'idéal, il faudrait que ce soit comme ça. Mais par contre, si on ne peut pas atteindre cela avec le seul product owner, le proxy product owner, ça peut être vu comme un élément de soutien, comme un élément environnemental pour atteindre l'objectif fixé. Enfin, la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. Et là, forcément, quand on parle de projets qui sont externalisés avec des équipes de développement qui sont sur un site, des product owners qui sont sur un autre site, le fait d'avoir un proxy product owner, ça apporte quand même beaucoup. Tout simplement parce que notre équipe elle va avoir un premier relais avec lequel elle va pouvoir discuter avant de solliciter le product owner. Le Scrum Guide, qui est la référence sur Scrum, Product Owner est un rôle Scrum, je le rappelle, nous dit qu'une équipe Scrum comprend un Product Owner et un peu plus loin que les équipes choisissent la meilleure façon d'accomplir leur travail. Alors si on extrapole un peu, on peut se dire que le fait d'avoir un proxy Product Owner, c'est aussi une demande de l'équipe qui a besoin d'avoir un intervenant justement pour être accompagné pendant le projet. Ça reste une interprétation. Ce que nous dit par contre le Scrum Guide, et là il n'y a pas vraiment d'interprétation possible, c'est que le Product Owner peut déléguer certaines de ses activités à l'équipe de développement. Alors, on parle ici de l'équipe de développement, on ne parle pas d'un autre rôle, mais par contre on est bien en train de dire qu'il y a une délégation qui est possible. Et quand on parle des tâches susmentionnées que je n'ai pas listées ici, il y a certaines tâches qui, quand je les ai relues, me paraissaient même presque aberrantes à déléguer parce que pour moi ça devait être de la seule responsabilité du Product Owner. D'où la remise en question nécessaire. Le product owner est une personne, non un comité. Donc là, on est déjà un petit peu plus tranché. Il faudrait que ce soit une personne qui ait le rôle de product owner. Et le Scrum Master doit trouver des techniques pour une gestion efficace du backlog produit. Et là, de la même façon, si on considère que le proxy product owner, par extension, est une technique de gestion, c'est un petit peu déshumanisant. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que le proxy product owner est un moyen également d'atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est la gestion efficace du backlog. Donc maintenant, que dit la communauté? Et là, donc j'ai un petit peu cherché sur Internet et en fait, il y a assez peu d'articles que j'ai trouvés sur la notion de proxy product owner et puis surtout assez peu d'articles qui donnaient vraiment un point de vue un petit peu subjectif. Donc on a Paquet Judicael donc de MyAgile Partner qui nous dit donc si beaucoup contestent la présence d'un proxy product owner, c'est parce que ça ne vient pas détruire les silos dans les différents pôles de l'entreprise. Alors effectivement, les proxy product owners, ça va plutôt être des personnes de l'IT, de la DSI, alors que les product owners, c'est plutôt des personnes du métier. Le fait d'avoir des proxy product owners qui viennent de la DSI, ça permet notamment de répondre à la difficulté de formaliser un backlog, d'avoir un petit peu des techniques qui sont utilisées dans le monde de l'informatique. Donc le rôle vient combler les dysfonctionnements dans la mise en place de l'agilité. Il faut le prendre comme un levier pour avancer dans la transformation agile. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas ouf, mais en tout cas, ça peut faire avancer. Donc, sur le blog de Xebia, Audrey Pedro nous explique qu'il y a souvent un PO plus stratégique et un PO plus tactique, donc un avec une vision plus proche des stakeholders et un avec une vision plus produit, court, moyen terme, une vision plus backlog.
D'où le terme de proxy. Donc en fait, finalement, c'est ce PO-là plus tactique qui serait le proxy product owner. Et là encore, c'est intéressant, on nous dit que c'est un rôle qui est une béquille dans une transition pour les organisations qui sont en phase d'apprentissage agile. Donc il y a quand même des éléments de recoupement. Et sur le blog scrum.org, alors là c'est intéressant justement que scrum.org ait publié un article sur le sujet. Donc les organisations qui n'ont pas une bonne compréhension du rôle de product owner l'identifient souvent comme appartenant à l'IT, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Les personnes du business sont souvent trop occupées pour composer avec des activités chronophages de gestion du backlog. Pas vraiment de parti pris à mon avis. Donc finalement, est-ce que c'est agile ou pas agile le proxy product owner? Attention, la réponse va s'afficher sous vos yeux. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est l'interprétation vraiment qu'on s'en fait. En tout cas, aujourd'hui, moi personnellement, je ne dirais pas que l'agile, le manifeste agile par exemple, ou le Scrum Guide même, disent quelque chose qui va à l'encontre de ce rôle-là. Donc, au vu des avantages que cela nous a apportés, c'est quelque chose qui peut être intéressant de mettre en place. Donc pour terminer, comment est-ce qu'on le vit au quotidien finalement ce rôle de proxy product owner? Les avantages qu'on y voit, c'est vraiment qu'on a une équipe qui va bénéficier d'un vrai soutien. Déjà par rapport au fait que le proxy product owner va être sur le même site qu'elle, mais également par rapport au fait que sur les aspects métiers, les aspects recettes, les aspects gestion du backlog, il vaut mieux avoir quelqu'un, même s'il n'a pas l'étiquette officielle product owner, qui fasse le travail plutôt que personne. Parce que notre product owner, il ne va pas se décupler et faire dans un temps plein les activités qu'il n'arrive pas à réaliser. Le gros risque qu'on voit avec ça et qu'on voit assez souvent, c'est que du coup, on va avoir un product owner qui va beaucoup déléguer au proxy product owner, quitte même à disparaître de l'image. J'ai déjà travaillé sur un projet où le product owner, finalement, à la fin, on ne savait même plus qui c'était. Et ça, c'est un gros risque qu'on a quand on utilise ce rôle de proxy product owner, tout simplement parce que le product owner va se dire bon, bah, de toute façon, c'est bon, j'ai quelqu'un qui gère, qui fait le boulot, je peux m'en aller. Sauf que non. On a parlé de la vision, on a parlé de la légitimité et de l'autorité, et ça, c'est quelque chose que le proxy product owner ne peut pas apporter. Il faut juste voir ça comme un service. Dans combien de cas, à mon avis, le proxy product owner a contribué au succès du projet à tel point que si on n'avait pas mis de proxy product owner, le projet se serait vraiment croûté. Voilà. Donc le nombre de projets que j'ai étudiés, c'est, je ne dirais pas le nombre exact, c'est entre 8 et 10. Tout simplement, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que si on n'avait pas mis justement cette personne-là dans une situation de proxy product owner, il y a 85% des projets dont je vous parle aujourd'hui qui n'auraient pas pu sortir, ou en tout cas pas dans les conditions dans lesquelles ils sont sortis. C'est-à-dire que le petit pourcentage qui reste ici, vous pouvez rapidement vous dire que ça correspond au product owner que j'ai montré au début dans les premiers graphiques, qui avait la vision, qui avait la légitimité, qui avait les compétences. Même s'ils n'avaient pas le temps, finalement, ils auraient réussi à sortir le projet correctement avec nous, tout simplement parce qu'ils avaient justement ces autres facteurs qui ne jouaient pas contre eux. Donc si je devais faire une recommandation, aujourd'hui, ce serait dans tous les cas, mettez le paquet pour avoir un vrai product owner. Et si vous êtes product owner aujourd'hui, dites à vos responsables, à votre organisation, aujourd'hui, on a besoin de temps pour faire les choses correctement. Rien ne remplacera un vrai product owner. Donc, il faut bien le choisir, il faut bien le former, il faut lui laisser du temps pour faire son travail correctement et il faut lui donner la légitimité pour prendre les décisions comme il faut. Parce qu'un product owner qui ne peut pas prendre de décision, c'est finalement qu'un ersatz de product owner. Dans un second temps, si vraiment vous avez du mal à faire popper cette idée dans l'idée de vos responsables, vous pouvez vous dire, OK, on va mettre quelqu'un en place pour aider dans ce rôle-là. Mais par contre, ce n'est pas la personne qui va être garante de la vision par rapport au produit. Ce n'est pas la personne qui sera responsable du backlog. Elle peut aider, mais par contre, ce n'est pas elle qui a la responsabilité de ce qui arrivera si le backlog n'est pas conforme à ce qui est attendu. Et surtout, ce n'est pas un substitut au PO. Ce n'est pas une personne qui va remplacer le product owner qui, quoi qu'il arrive, doit venir de l'organisation qui est commanditaire du produit. La dernière citation, sans doute, que j'utiliserai, donc c'est celle de Claude Aubry, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si une personne délègue la plupart des responsabilités et ne participe pas à la majorité des réunions, on ne peut plus considérer qu'elle soit product owner. C'est celui qui reçoit la délégation et participe au travail collaboratif qui est le product owner. C'est pourquoi le rôle de substitution présenté sous le nom de PO Proxy n'existe pas. Sans être aussi tranché, je pense que Claude quand même met le doigt sur quelque chose. C'est qu'aujourd'hui,
Si vous n'êtes pas capable de faire votre travail correctement, vous n'êtes pas product owner.